Bien, lumière et couleur. Alors pourquoi je choisis ce titre et ce sujet? En fait, parce que la couleur, c'est ce que j'appelle une aventure humaine. C'est une des premières manifestations de l'intelligence humaine du temps de la préhistoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dessiné sur les grottes et ils ont utilisé les terres ocre qu'ils avaient pour mettre de la couleur. Donc déjà, quelques centaines de milliers, voire même plus d'années avant, la couleur était déjà un problème, je dirais. Comment maîtriser la couleur était déjà un problème. Puis, si on fait un grand saut dans l'histoire, au XIXe siècle, Henri Perkin a fait la première synthèse d'un colorant artificiel. Vous allez me dire, c'est peut-être pas très intéressant. Si, ça a été tout le développement de l'industrie chimique. Et puis, si on passe maintenant au XXIe siècle, au siècle de l'image, la couleur est encore un défi scientifique et technologique. Vous connaissez tous les écrans plats et toutes ces merveilles qu'on fait maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est que la couleur? C'est évident, tout le monde peut le savoir, peut se rendre compte, ces deux oiseaux-là sont en noir et blanc, il n'y a pas de couleur. La couleur, c'est ceci. C'est ce qui va donner la couleur à la vie. Alors, le problème, c'est le suivant. Parler de couleur nécessite qu'il y ait trois interlocuteurs. Alors, le premier interlocuteur, c'est l'objet, bien évidemment. Cet objet est coloré. Donc, c'est ça qu'on va regarder. L'œil. S'il n'y a pas d'œil, si vous ne regardez pas, si on est aveugle, il n'y a pas de couleur. Et, d'où le titre un petit peu de ma conférence, la lumière. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de couleur. Alors s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de couleur, c'est le vieux proverbe. La nuit, tous les chats sont gris. Pour voir la couleur, il faut éclairer. Il faut éclairer donc avec de la lumière. Mais selon la lumière que l'on utilise, la couleur que l'on va voir ne va pas être la même. Alors j'ai pris cet exemple d'une pierre qui s'appelle de l'alexandrite, c'est une pierre précieuse, et vous voyez que selon qu'on l'éclaire avec la lumière du soleil, la lumière naturelle, elle est verte. Mais si on l'éclaire avec une lampe, elle est rouge. D'où le nom d'alexandrite, parce que c'était le tsar de Russie, et les deux couleurs, vert et rouge, étaient les couleurs de la Russie à l'époque. D'où le nom de cette pierre qui s'appelle l'alexandrite. Mais vous voyez que la lumière avec laquelle on éclaire va modifier les couleurs. Un autre exemple, les bananes, vous connaissez tous des bananes, quand elles sont bien mûres, elles sont jaunes. Mais si vous l'éclairez maintenant avec la lumière ultraviolette, elle est bleue. Donc la banane vous apparaît maintenant bleue, simplement parce que la lumière avec laquelle vous l'avez éclairée n'est plus la même. Alors si on parle couleur, lumière, le problème c'est le suivant, c'est que la couleur c'est une sensation physiologique que l'œil va transmettre à votre cerveau et que votre cerveau va analyser. Mais vous savez bien que selon l'individu, on ne va pas forcément voir les mêmes couleurs. Par conséquent, si on veut faire de la science, si on veut pouvoir faire quelque chose avec la couleur, il faut être capable de mesurer la couleur, de dire le rouge ça vaut tant, le bleu ça vaut tant. Sinon, on ne pourra pas faire de science. Alors heureusement, il y a déjà un certain temps, Newton est arrivé et nous a montré qu'en fait, la couleur était contenue dans la lumière, qu'on appelle la lumière blanche, la lumière du soleil. C'est-à-dire que si on fait passer cette lumière blanche dans un prisme, vous savez que l'on voit toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et que réciproquement, d'ailleurs, si on prend toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel, et par exemple sur un disque, et que l'on fasse tourner le disque très vite, vous voyez ça au Palais de la Découverte, eh bien, vous allez voir blanc. Et que la somme des couleurs va donner du blanc. Même, il suffirait de 3 couleurs pour pouvoir faire toutes les couleurs que notre œil est capable de percevoir, le vert, le bleu et le rouge. C'est les éléments de base de l'imprimerie, des écrans de télévision, etc. Et c'est le diagramme ici qui vous représente qu'avec du bleu, du rouge et du vert, eh bien, on peut reconstituer toutes les couleurs que l'on est capable de percevoir. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant que la couleur? La couleur, c'est une onde. Et c'est une onde, par conséquent, immédiatement, il y a une mesure possible de l'onde, c'est-à-dire que la longueur, c'est une longueur, des centimètres, des millimètres, des microns, c'est-à-dire que un peu comme une corde de guitare, puisqu'on va jouer de la guitare tout à l'heure, c'est un peu comme une corde, vous pincez la corde entre là, et elle va se mettre à vibrer comme ceci. Eh bien, la longueur sur laquelle elle va vibrer, c'est la longueur d'onde. Donc une couleur, c'est une longueur. Le violet, c'est 0,4 microns. Le rouge, c'est 0,8 microns. Mais il y a une deuxième façon de mesurer la couleur. Et cette deuxième façon, c'est l'énergie. Alors l'énergie, pourquoi?
l'énergie, on va définir la fréquence. La fréquence, c'est simplement, vous vous mettez ici, vous regardez combien de fois par seconde va passer la bosse. Eh ben, elle va passer la vitesse de la lumière divisée par la longueur d'onde. C'est ce qu'on appelle la fréquence. Mais ce qui est intéressant, c'est que la fréquence correspond à l'énergie transportée par le rayonnement. Si vous allez au soleil sur la plage, vous savez bien que ça va vous chauffer. Donc le rayonnement solaire, la lumière, transporte de l'énergie. Et cette énergie, elle est mesurée par la fréquence, c'est en gros l'inverse de la longueur d'onde, multipliée par une constante qui est la constante de Planck. Et selon que l'on est dans le rouge, ça correspond à 1 électron-volt, dans le bleu-violet à 3 électron-volts. Donc il y a deux facettes à la lumière, longueur, fréquence, ou plutôt énergie. Et en fait, la lumière que l'on voit, la lumière visible, celle qui va donner les couleurs, c'est un phénomène tout à fait général, ce qu'on appelle les rayonnements électromagnétiques, c'est-à-dire une composante électrique, une composante magnétique. Mais selon la longueur d'onde ou selon l'énergie, eh bien on a des ondes radio, les micro-ondes pour chauffer votre four micro-ondes, les infrarouges, le visible, l'ultraviolet, les rayons X, les rayonnements gamma. Tout ça, c'est de la lumière. C'est exactement le même phénomène. Simplement, notre œil, l'œil humain, n'est capable de voir que 4/10 de micron. Tout le reste, eh bien, il faut faire de la spectroscopie infrarouge, UV et choses comme ça. Pour le déceler, il faut des détecteurs autres que l'œil humain. Donc on va s'intéresser ici, en parlant de couleur, uniquement à ces quelques dixièmes de micron auxquels notre œil est sensible. Alors, on vient de voir que pour voir que ce vase est rouge, il faut l'éclairer. Donc il faut la lumière du soleil. Elle arrive. Avant, la lumière n'est pas colorée, elle est blanche. Après, elle est rouge. Alors, à quel moment la lumière a été transformée de lumière blanche en lumière rouge? C'est-à-dire, à quel moment se produit le phénomène qui va faire que ce vase est rouge? Eh bien, simplement au moment où la lumière entre dans le vase, où elle entre en contact avec la matière, c'est-à-dire au moment où il y a un choc, une collision entre la lumière et les atomes qui composent ce verre. Donc c'est là le phénomène essentiel, c'est à ce moment-là, un moment qui dure 1/1000 de seconde, peut-être même moins, c'est à ce moment-là que tout se passe. C'est à ce moment-là que la couleur arrive. Alors, il va y avoir deux familles de couleurs, qu'on appelle des couleurs physiques et des couleurs chimiques. Disons que dans le premier cas, la mesure que je vais utiliser, c'est la longueur, et dans le deuxième cas, la mesure, ce sera l'énergie. Alors, les couleurs physiques, j'ai indiqué ici quelques couleurs physiques. Le phénomène qu'on va observer va dépendre essentiellement du rapport entre la longueur de la couleur, c'est-à-dire la longueur d'onde, et la taille des objets dans la matière, que je vais appeler D. Si ces objets sont tout petits par rapport à la longueur d'onde, eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer simplement la chose suivante. La lumière arrive, va heurter les atomes, par exemple, ou, si on regarde le ciel, va heurter les molécules du ciel, et elle va forcément être freinée. Comme vous, quand vous courez sur la plage, si vous entrez dans l'eau, l'eau forcément va vous freiner. Donc simplement, la vitesse de la lumière va diminuer quand elle va rencontrer la matière, et le rapport de la vitesse dans le vide et dans la matière, c'est ce que vous connaissez bien comme étant l'indice optique. Il y a une autre conséquence à cela, c'est que la lumière est déviée, le faisceau lumineux est dévié, c'est la réfraction, c'est les lois de Descartes, et la conséquence, elle n'est pas déviée de la même façon selon la longueur de la lumière, c'est-à-dire que le bleu est plus dévié que le rouge, et c'est la raison pour laquelle, en passant dans le prisme, vous allez voir l'arc-en-ciel. Plus intéressant, le deuxième phénomène. La lumière arrive, elle rencontre des petits obstacles, des atomes, des molécules. Elle est freinée. Et puis elle est déviée. Elle est déviée dans toutes les directions, et ce phénomène de déviation dans toutes les directions est ce qu'on appelle la diffusion. C'est ce qu'on appelle la diffusion, et de la même façon que quand vous avez le prisme, c'est le bleu qui est le plus dévié, eh bien quand vous allez traverser cet objet, c'est le bleu qui va être le plus dévié, qui va être le plus diffusé. Conséquence de cette affaire, immédiatement, c'est la planète bleue, c'est la Terre. Pourquoi la Terre apparaît-elle bleue quand on la regarde de l'espace? Simplement parce que la lumière du Soleil est diffusée par les molécules de l'atmosphère. C'est le bleu du ciel, c'est le bleu de la Terre quand on la regarde de l'extérieur. C'est aussi les couleurs du ciel.
C'est-à-dire que quand vous êtes à midi au zénith, vous regardez le ciel. Bien sûr, si vous regardez le soleil, vous êtes aveuglé, vous ne voyez rien. Mais vous voyez que si vous regardez de part et d'autre, la lumière diffusée, le ciel est bleu. C'est la raison pour laquelle le ciel est bleu. Mais si vous attendez jusqu'au soir, le soleil va se coucher. Et à ce moment-là, ce que vous allez voir étant ici, ce n'est pas la lumière diffusée est partie à droite, à gauche. Et ce que vous allez recevoir, c'est le rouge que vous voyez au couchant du soleil. Maintenant, on va prendre des objets un peu plus gros. Un peu plus gros, c'est-à-dire dont la taille est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde, c'est-à-dire de l'ordre du micron ou du dixième de micron. Eh bien, à ce moment-là, la lumière ne passe plus vraiment, elle a du mal à passer, et c'est ce qu'on appelle l'opalescence. Ça, c'est un vase, une assiette plutôt, dans laquelle on a mis des petits grains, des petits cristaux, dont les dimensions sont de l'ordre de grandeur de la lumière. C'est aussi ce qui se passe quand vous avez le brouillard. Vous avez du brouillard, des petites gouttelettes d'eau, et la lumière se diffuse à travers ces petites gouttelettes d'eau, et de ce fait, vous ne voyez plus très clair. C'est aussi sur le plan industriel l'application, ceci, c'est ce qu'on appelle la cloison Privalite. Alors c'est une cloison qui est transparente. En fait, c'est 2 feuilles de verre, et entre les 2, il y a des cristaux liquides qu'on peut orienter sous l'action d'un champ électrique. Alors s'ils sont tous orientés, c'est transparent comme ceci, mais si on applique un champ électrique, à ce moment-là, ça se met à diffuser. Et vous ne voyez pas à travers. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de tirer un rideau, il suffit d'appuyer sur un bouton pour modifier les propriétés optiques. Et puis si les dimensions sont très grandes, la lumière ne passe plus et l'objet n'est plus transparent. Donc le verre est transparent parce qu'il est fabriqué à partir de la silice fondue, d'un liquide. Par contre, la céramique n'est pas transparente parce que c'est des grains, des petits grains d'argile, etc., qui sont collés les uns aux autres et dont les dimensions sont plus importantes que celles de la lumière. Alors dans ce phénomène de diffusion, il y a un cas particulier. Pour le moment, il n'y avait pas de relation étroite entre la longueur d'onde et l'objet. Là, il y a ce qu'on appelle la diffusion cohérente, c'est-à-dire que maintenant, il va y avoir une relation mathématique précise entre la longueur et la taille de l'objet, ou la dimension de l'objet. C'est ce qu'on appelle la diffusion cohérente. Je pense que vous savez à peu près ce que c'est. Quand vous avez un rayonnement monochromatique sur une seule couleur, c'est la relation de Bragg, c'est la diffraction des rayons X. Mais quand vous avez de la lumière blanche, donc il y a toutes les couleurs, évidemment, vous n'avez pas cette relation pour toutes les couleurs à la fois, et vous avez un phénomène qui s'appelle l'iridescence. J'ai mis ici un petit disque optique qui est caractéristique. Par exemple, c'est le cas des opales. Les opales, c'est des petites billes de silice qui sont alignées les unes à côté des autres et qui sont noyées dans une matrice de silice, et le diamètre des billes, c'est de l'ordre de 0,1 à 0,3 microns. Justement, l'ordre de grandeur de la taille de la lumière. Et bien à ce moment-là, il y a des phénomènes de diffusion cohérente qui font que l'opale va apparaître avec une iridescence. Là, ce sont des objets, je dirais, à une dimension, c'est pareil pour les nacres. Mais les nacres, c'est des petites plaquettes de carbonate de calcium séparées par des couches de protéines. L'épaisseur des plaquettes, c'est de l'ordre du dixième de micron. C'est donc dans le même ordre de grandeur que la lumière, et par conséquent, vous avez cette iridescence de la nacre. Plus joli, ce sont les papillons. L'iridescence des ailes de papillons, en particulier des morphos, ces bleus acier que vous voyez ici, c'est simplement dû, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de pigment. C'est simplement la structure de l'aile de papillon. Alors cette aile de papillon, elle est faite comment? Si vous la regardez un peu au microscope, ce sont des écailles. Donc une série d'écailles, et ces écailles, si vous regardez un peu plus précisément, vous voyez qu'il y a une structure régulière qui apparaît. Et puis même, voilà, en regardant encore à plus grande échelle, vous avez des structures comme ceci. Et ce sont ces structures régulières qui font qu'on va avoir une diffusion cohérente de la lumière et qu'on va avoir des phénomènes d'iridescence. Deuxième grande famille, je dirais même plus grande famille, beaucoup plus importante sur les conséquences, ce sont les couleurs chimiques. Donc typiquement les couleurs qu'utilisent les teinturiers. Ça doit être dans la médina de Fès, si je me souviens bien, où les teinturiers font les teintures avec leurs tissus. Alors cette fois-ci, la lumière, je vais la mesurer pas avec la longueur, je vais mesurer son énergie. Son énergie, et ce qui va se passer, c'est simplement que l'énergie de la lumière va être absorbée par la matière. Donc c'est ce que j'ai appelé l'énergie transportée par le rayonnement, H nu, est absorbée par le matériau, donc il va passer d'un état de basse énergie à un état de plus haute énergie, il va s'échauffer, disons. Et ceci n'est possible que s'il y a une relation mathématique rigoureuse
entre l'énergie de la lumière et l'énergie que le matériau est capable d'absorber. Disons, pour prendre un exemple, si vous prenez une voiture, vous mettez de l'essence dedans, vous pouvez faire 100, 200, 350 km. Si vous prenez le train, vous achetez un billet. Et le billet, vous faire Paris-Lyon. Vous ne pouvez pas descendre au milieu ni arrêter. C'est pareil, là. Il faut donner juste la bonne quantité d'énergie. Trop, ce n'est pas la peine. Pas assez, ce n'est pas assez. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que cette relation, on va voir ce qui se cache derrière, hein. Cette relation va être obéie pour certaines longueurs d'onde, pour certaines énergies, pour certaines couleurs. Donc, si vous avez ici l'arc-en-ciel, supposons que le rouge soit absorbé, eh bien, il ne passe que le bleu, et donc le matériau, l'objet, va vous apparaître comme bleu. Si au contraire, c'est le bleu qui est absorbé, c'est le rouge qui va passer, et vous allez le voir comme étant rouge. Donc, la question, c'est à quoi sert cette énergie qui est absorbée par la matière? Elle sert à une chose très simple. Pareil, j'ai pris l'exemple de la voiture. Quand vous mettez de l'essence, vous consommez l'énergie de l'essence en la brûlant. Ça sert à quoi? Ça sert à avancer, à faire bouger la voiture. Là, c'est pareil. Ça va servir à faire bouger quelque chose. Et le quelque chose qui va bouger dans la matière, ce sont les électrons. Donc, il n'y aura couleur que si les électrons peuvent bouger. S'ils ne peuvent pas bouger, ce n'est pas coloré. Alors, quels sont les mouvements électroniques qui sont capables de donner justement une absorption dans le domaine du visible? J'ai représenté schématiquement ici un atome, hein. Donc un atome, vous avez un noyau qui est positif et vous avez des électrons qui tournent autour, un peu comme un satellite autour de la Terre ou autour de la Lune ou autour de Mars. D'accord? Les mouvements possibles, ça va être les mouvements suivants. Soit simplement vous modifiez le mouvement de l'électron autour de son noyau, soit vous prenez l'électron et vous le mettez sur le noyau d'à côté, soit même vous prenez l'électron et vous le faites se promener sur l'ensemble du matériau. Et à chaque fois, il va y avoir des phénomènes colorés qui vont se cacher là derrière. Alors, un tout petit peu de science, hein, pas trop. La structure de l'atome, j'ai donc dit un noyau qui est chargé positivement, des électrons négatifs qui tournent autour, un peu comme la Lune tourne autour du Soleil. La seule chose, c'est que ces électrons ne tournent pas n'importe comment, ils tournent sur des couches, première couche, deuxième couche, troisième couche, on les appelle aussi KLM, peu importe. Vous devinez que des électrons négatifs, vous ne pouvez pas en mettre trop dans le même endroit, puisqu'ils vont se repousser. Sur la première couche, on n'en met que 2. Sur la deuxième couche, on en met 8. Sur la troisième couche, on en met 18. C'est facile de souvenir, si n est le numéro de la couche, c'est n au carré multiplié par 2. Donc vous voyez que si on prend tous les atomes qui existent dans le tableau périodique, l'hydrogène, il n'y a qu'un électron, l'hélium, il y en a 2, l'uranium, je ne sais plus, mais enfin c'est autour de la centaine, vous remplissez les couches les unes derrière les autres, hein. Donc ce n'est pas très difficile. Alors si on regarde justement tout ce tableau périodique, ne vont donner des couleurs que les éléments dans lesquels les électrons peuvent bouger. Et ces électrons qui peuvent bouger, globalement, c'est tout ce groupe qui est ici, qu'on appelle les éléments de transition, où vous retrouvez les pigments classiques du verre, de la céramique et des choses comme ça, le chrome, le vanadium, le titane, le fer, cobalt, nickel, cuivre. Alors ce qu'on va essayer de comprendre maintenant, pourquoi il y a des couleurs? Il y a des couleurs parce que c'est des couches qui peuvent contenir 18 électrons. S'il n'y en a pas 18, s'il y en a 1, 2 ou 3, il va y avoir de la place. Et donc ils vont pouvoir bouger. Alors ils vont pouvoir bouger. C'est l'exemple par exemple du titane, 3+, que vous avez quand vous travaillez en milieu réducteur. Il y a un seul électron dans cette couche. Cet électron, vous allez pouvoir modifier son mouvement en lui donnant de l'énergie. Pareil que si vous avez un satellite autour de la Terre, vous voulez modifier le mouvement du satellite pour le faire passer d'une orbite à une autre, il y a un petit moteur auxiliaire qui va donner une petite pichenette et le satellite va changer d'orbite. Pareil ici, vous envoyez de la lumière et cette lumière va vous modifier le mouvement de l'électron. Il se trouve, on va voir tout de suite après, que dans ce cas-là, ce que vous voyez, c'est du violet. Si je travaille avec la même matière, mais en milieu oxydant, cette fois-ci, c'est du titane 4+. Ça veut dire que l'électron, je l'ai arraché chimiquement. Donc, il n'y en a plus. S'il n'y a plus d'électrons, il n'y a plus de couleur. S'il n'y a plus de couleur, ça veut dire que vous le voyez comme étant blanc. L'oxyde de titane, TiO2, c'est une poudre blanche, tellement blanche d'ailleurs, que c'est utilisé comme pigment, blanc, bien évidemment,
pour tout ce qui est peinture, papier, cosmétique, etc. Quand vous mettez des crèmes blanches sur la peau, souvent il y a de l'oxyde de titane dessus. Donc vous voyez que simplement d'avoir mis ou enlevé cet électron, ça change complètement le jeu. C'est coloré ou c'est pas coloré. Alors pourquoi le titane est coloré en violet? Simplement parce que dans ce cas, il se trouve que la lumière nécessaire pour modifier le mouvement d'électrons, c'est du vert. Donc le vert ne passe pas. Ce qui passe, c'est le bleu et le rouge. Bleu plus rouge, vous savez que ça fait du violet. Donc votre œil voit ceci comme étant violet. Ce qui est intéressant, c'est de comparer avec du cuivre. Vous savez très bien que si vous prenez une sulfate de cuivre, vous faites une solution, c'est bleu. Le cuivre est bleu. Le cuivre est bleu parce qu'il absorbe dans le rouge et ce qui va passer, c'est bleu. Mais ce qui est intéressant, c'est de réfléchir un petit peu plus. Pourquoi celui-ci est violet et pourquoi celui-là est bleu? Simplement, c'est toujours l'image du satellite. Là, je modifie le mouvement d'électrons dans le champ d'un noyau qui a 3 charges positives. Là, dans le champ d'un noyau qui a 2 charges positives. L'attraction électrostatique avec 3+, est évidemment plus forte qu'avec 2+. Donc, il vous faut plus d'énergie pour modifier le mouvement de l'électron. De la même façon qu'il faut plus d'énergie pour modifier le mouvement d'un satellite autour de la Terre que d'un satellite autour de la Lune. Par conséquent, si là, il me fallait du vert, maintenant, avec du cuivre, il me faut moins d'énergie, c'est-à-dire du rouge. Il est absorbé, et ce qui va passer, c'est le bleu, ou du bleu plus du jaune, c'est-à-dire du vert. Vous allez le voir vert. Évidemment, vous savez tous que tous les sels de cuivre, c'est les minerais naturels, l'azurite ou la malachite, sont bleus ou sont verts. Et toute l'histoire du cuivre en tant que pigment, c'était le premier pigment synthétique découvert par l'homme, par les Égyptiens en l'occurrence, pour ne pas avoir à utiliser le lapis lazuli, qui est bleu, mais qui est aussi une pierre semi-précieuse, donc extrêmement coûteuse, eh bien, ils avaient trouvé un système qui permettait, avec du cuivre, de faire ces couleurs bleues que vous avez ici, typiquement, qui s'appelle le bleu égyptien, et qui, pendant pas mal de siècles, a traversé toute la Méditerranée, a été des pigments principaux. Vous avez le vert, toujours avec du cuivre, c'est le vert véronèse ici, qui est très facile à faire, parce qu'il suffit de prendre du cuivre, de le dissoudre dans le vinaigre, pas trop difficile, on rajoute de l'arséniate de sodium, et vous précipitez un pigment qui est vert et qui a cette couleur-là. Alors il est joli, il est vert, il n'est pas terrible, hein. Si je me souviens bien, à Sainte-Hélène, les papiers peints de la chambre de Napoléon étaient peints en vert, avec vert, couleur de l'Empire, avec ce genre d'arséniate de cuivre, et paraît-il, c'est pour ça qu'il a eu une fin un petit peu triste. Bien. Pareil, cobalt 2+, va donner du bleu. C'est un bleu même plus intense que vous retrouvez dans les vitraux des cathédrales, le bleu qui est ici, ou bien dans les faïences de Nevers. Donc un bleu plus profond. Et ce qui est intéressant dans le cas du cobalt, c'est la chose suivante. Vous savez, vous avez sûrement utilisé ce genre de dessiccateur, là. C'est de la silice avec du chlorure de cobalt. Quand le temps est sec, c'est bleu. Quand le temps est humide, c'est rose. Donc vous avez des petites choses comme ça, peints avec du chlorure de cobalt dans les foires. C'est bleu, si c'est rose, c'est qu'il pleut. Aujourd'hui, je pense que c'est rose. Pourquoi ? Simplement pour la chose suivante, c'est que quand vous prenez le chlorure de cobalt et qu'il fait humide, les molécules d'eau vont s'accrocher dessus. Et le cobalt, au lieu d'être entouré de 4 chlorures, est maintenant entouré de 4 plus 2, c'est-à-dire 6. C'est-à-dire que vous déplacez l'électron dans le champ, un peu comme dans un condensateur, dans le champ électrostatique de 4 oxygènes ou de 6. Plus 6, ça fait un champ plus fort et donc des énergies plus élevées. Par conséquent, si ça absorbe dans le rouge des énergies faibles, ça paraît bleu. Mais dès que vous rajoutez 2 molécules d'eau, ça absorbe dans le bleu et ça paraît rouge. Rouge ou rose, c'est du rouge un petit peu éteint. Bien. Un des colorants les plus importants, celui que j'ai montré au tout début, ce sont les terres ocre, les oxydes de fer, qui donnent des couleurs dans les bruns. Avec du fer, si c'est du fer ferreux, comme le cuivre, comme le cobalt, ça va vous donner des tons bleu-vert. Pour avoir ceci, il faut travailler en milieu très réducteur, donc avec du charbon, etc. Et c'est les fameux céladons coréens qui donnent ces verts un petit peu bleutés qui sont ici. Mais si vous travaillez, je dirais, normalement à l'air, etc., sans précaution particulière, ce sera du fer ferrique et ça va apparaître comme rouge. Donc toujours la même chose, hein. On change l'état d'oxydation et on change la couleur, c'est-à-dire l'énergie nécessaire pour modifier le mouvement de l'électron. Alors ça, ce sont des pigments naturels,
Ce sont les terres ocre que vous trouvez si vous allez à Roussillon, qui vont du jaune au rouge foncé. Jaune, c'est le minerai naturel, c'est de l'oxyde de fer hydraté. Il est jaune. Et le rouge, c'est l'hématite. C'est une fois que vous avez enlevé l'eau en chauffant, eh bien, ça devient rouge. C'est-à-dire qu'avec ces terres, simplement en jouant sur la température, vous allez avoir toute une gamme de couleurs, du jaune au rouge. Et c'est typiquement ce qui se trouve dans les grottes préhistoriques. Et il y a eu un travail très intéressant des chercheurs du musée du Louvre qui peuvent mesurer l'état d'évolution de la civilisation préhistorique selon justement les couleurs. Plus vous chauffez, plus c'est rouge, rouge sombre, mais plus vous chauffez, c'est plus aussi vous maîtrisez l'art du feu, et par conséquent, vous avez une civilisation plus évoluée. Donc il y a un rapport entre les couleurs utilisées et, je dirais, le degré d'avancement de la civilisation. Et même plus fort, si vous allez encore plus loin, c'est-à-dire si vous chauffez plus haut, là c'est 300 degrés, maintenant c'est 800 et en atmosphère réductrice, eh bien vous obtenez l'oxyde de fer qui est ici et qui est noir. Et ça, c'est typiquement le génie des vases grecs. Le génie des vases grecs, parce que pour faire ceci, qu'est-ce qu'il faut? Vous faites un vase et vous mettez de l'oxyde de fer dessus. Vous chauffez, ça va devenir rouge. Et bien ensuite, vous allez masquer certaines parties avec de l'argile et vous allez mettre du bois vert dans votre four et fermer le four. Bois vert, four fermé, ça fait une atmosphère réductrice et ça devient noir. Donc il fallait une maîtrise parfaite de la conduite du four pour arriver à se faire ces noirs qui sont ici. Donc seule la partie exposée, qui n'a pas été cachée par l'argile, va devenir noire. Le reste, ensuite, vous enlevez l'argile et c'est resté rouge. Alors ça, c'est un deuxième point, deuxième type de couleur, c'est le noir dont je viens de parler, c'est que le mouvement de l'électron est différent de celui dont je vais parler jusqu'à présent. Ce n'est plus l'électron qui va tourner autour de son noyau, c'est l'électron qui va passer de l'un à l'autre. Alors j'ai pris l'exemple ici, vous avez deux éprouvettes, l'une avec un sel de fer ferrique, l'autre avec un sel de fer ferreux, c'est dans les jaunes verdâtres, des couleurs qui ne sont pas très intéressantes. Ben, ce que je vais faire, je vais mélanger les deux éprouvettes. Alors c'est une manip que j'ai faite au laboratoire et que je reproduis ici. Ben, voilà, l'éprouvette avec du fer ferreux, et je verse du fer ferrique. Vous voyez qu'immédiatement, dès que la goutte tombe, ça devient bleu-noir. Et ce bleu-noir, ben, c'est simplement au fait que maintenant vous avez mélangé ferreux-ferrique et que l'électron de l'un passe sur l'autre. Vous voyez, c'est immédiat. Ça permet de faire de l'encre synthétique, hein, par exemple. Si vous utilisez l'un des deux, vous avez une encre que vous ne voyez presque pas, et dès que vous mettez l'autre, ça va faire une coloration très intense. Ben, cette manip que je viens de faire, c'est simplement ce qu'on appelle le bleu de Prusse, qui est un des colorants bien connus à base de fer ferreux et fer ferrique. Alors, il y a des applications intéressantes là derrière, c'est la suivante. Il suffit d'injecter des électrons et que ces électrons passent de l'un à l'autre, hein, d'un ion au voisin. Alors, par exemple, avec de l'oxyde de tungstène, pardon, c'est blanc. Il n'y a pas d'électrons, il n'y a pas de coloration, c'est blanc. Donc si vous faites une fenêtre et vous mettez une couche d'oxyde de tungstène, d'oxyde de titane, enfin peu importe, ça va être incolore, ça va être blanc, ça va être, d'accord ? Vous injectez un électron, ça veut dire quoi? Que vous mettez un petit courant, vous appliquez une petite potentielle entre les deux vitres. Et à ce moment-là, eh bien, la partie qui était blanche ici d'oxyde de tungstène devient bleu, ben simplement parce que l'électron se met à sauter. Il y a des ions tungstène 5, tungstène 6, et l'électron saute de l'un à l'autre. C'est ce qu'on appelle l'électrochromisme, qui vous permet, par exemple, vous voyez une salle de bain avec des Velux, eh ben, j'appuie sur un bouton, hop, il y a un Velux qui devient bleu, pas besoin de rideau, deuxième bouton, puis c'est évidemment réversible. Donc ça vous permet de faire des vitrages électrochromes qui vont permettre de changer la luminosité sans avoir à utiliser des rideaux. Voilà un exemple. Ça, c'est une fenêtre qui donne sur Times Square. Et vous voyez que cette partie-là est électrochrome. Et donc, quand j'appuie sur un bouton, ça passe du bleu au transparent, etc. Et ça a été développé, ça va être Saint-Gobain, pour faire des toits d'automobile. Dès qu'il y a du soleil, eh bien, vous appuyez sur un bouton et le toit devient bleu. Et par conséquent, ça vous protège. Ah, ça, c'est joli. Miroir magique. Miroir magique, pourquoi? Ben parce que ce miroir-là, vous allez voir comment ça va marcher. Alors, ce n'est pas du blanc au bleu que je vais passer, mais je vais carrément passer du transparent au réflecteur. Donc, vous voyez que ce miroir, c'est un miroir, c'est-à-dire que le vase qui est ici, vous le voyez.
D'accord? Parce qu'on va faire, c'est on va faire un peu la même manip, mais on va simplement faire passer un gaz hydrogène, qui est un gaz réducteur. Et vous voyez que le miroir va devenir transparent et vous voyez la fleur qui était derrière et qui apparaît. C'est-à-dire qu'en changeant simplement les possibilités de mouvement de l'électron, eh bien, je vais modifier complètement les propriétés optiques. Alors, c'est plus que de la couleur, là. Hein. Et vous voyez, si on revient en arrière, vous avez bien la fleur d'un côté, le vase de l'autre, mais maintenant, c'est transparent. Il veut plus. Ah, voilà. Bon. Donc, on a vu l'électron tourne autour de son noyau. L'électron passe d'un noyau au voisin. Ben maintenant, on va le laisser se promener tout le long de l'objet. C'est ce que j'appelle les électrons délocalisés. Alors, ça va être typiquement tout ce qu'on appelle les teintures organiques, il y en a des milliers, ou les pigments semi-conducteurs, avec des couleurs comme celle-ci. Alors, il y a plusieurs familles, en particulier, il y a toute la famille très ancienne des teintures organiques à base de plantes ou d'animaux, comme l'indigo, le pourpre, et des choses comme ça. Alors, il y a deux familles de colorants, soit ceux qu'on appelle les aromatiques. Alors là, il y a un petit peu de chimie, vous m'excusez. Mais enfin, vous voyez, ça, c'est des atomes de carbone, là, qui forment des cycles et des hexagones. Et l'électron, il va se promener sur l'ensemble de ces hexagones. Et il va tourner, hein, un peu comme au manège. Il va tourner comme au manège et vous allez modifier son mouvement, simplement. Alors voilà, par exemple, si vous avez ce genre de cycle qui est ici, ça va vous donner un rouge, qui est le rouge Garance, qui est extrait d'un végétal qui est dans les racines, et c'est le rouge qui avait nos fantassins à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Si par contre vous avez ce genre de molécules chimiques, le mouvement est différent et ça va vous donner bleu, qui est extrait de l'indigotier. Il faut d'ailleurs des différences assez subtiles. Je viens de montrer le bleu qui est dû à l'indigo. L'indigo, c'est cette molécule qui est ici. Si vous rajoutez 2 atomes de brome ici, c'est pas grand-chose. Hein. Entre ça et ça, c'est presque pareil. C'est du rouge vif, c'est du pourpre. C'est le pourpre de Tyr, qui avait fait la célébrité de la ville de Tyr en Phénicie, qui était extrait du murex. Hein. C'est un coquillage, et vous extrayez de ce coquillage, vous extrayez ce pourpre. Et vous voyez que je vais vous montrer qu'il ne faut pas grand-chose comme différence pour passer d'un bleu indigo pastel que vous connaissez bien au pourpre. Un colorant qui est intéressant, le carmin de cochenille. Alors, les cochenilles, c'est des espèces de petits insectes qui sont sur les cactus, en particulier au Mexique et des choses comme ça. Vous les prenez, vous les faites sécher et vous les écrasez. Ça va vous donner un colorant rouge qui s'appelle le carmin, qui est ceci, et que vous connaissez tous, que vous adorez. C'est un colorant alimentaire E120 qui va vous permettre d'avoir des glaces à la fraise avec une belle couleur rouge, bien meilleure que s'il n'y avait pas le colorant. C'est simplement des cochenilles écrasées que vous êtes en train de manger. Voilà. Hein, pour le saucisson, pour le Campari, enfin pour tout un tas de colorants alimentaires qu'on veut bien rouges, on utilise ceci. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est simplement modifier l'acidité du milieu, ce qu'on appelle le pH, c'est-à-dire que sur ces cycles, on va mettre des protons, des atomes d'hydrogène, par-ci, par-là, et bien évidemment, ils vont modifier, de fait de leur présence, ils vont modifier la couleur que l'on va voir. C'est typiquement les papiers pH. Tous ceux qui sont au lycée, au collège, qui ont fait des manips de chimie, savent que si on plonge le papier en milieu acide, il est rose. Si on le plonge en milieu basique, il est bleu. Et donc, c'est un colorant dont la couleur va changer selon l'acidité du milieu. Ça, Dieu le Père avait déjà compris cette affaire-là bien longtemps, il y a bien longtemps. Hein. Ça, c'est les fleurs de mon jardin. Vous voyez qu'il y en a des rouges, il y en a des bleus. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la même molécule qui vous donne les deux couleurs. Et ces molécules, c'est ce qu'on appelle des anthocyanes, peu importe. C'est des molécules qui sont comme ceci. Et vous voyez que vous avez des oxygènes ici. Je peux mettre un proton, au lieu de O, j'ai OH, ça passe du jaune au vert. Je peux en mettre 2, ça passe du vert au rose. La couleur change simplement en changeant l'acidité du milieu. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut faire le coquelicot ou le bleuet, c'est la même molécule, simplement la sève du coquelicot est un pH 5, un peu acide, c'est rouge. La sève du bleuet est un pH 7, un peu plus basique, c'est bleu. Et donc la couleur, c'est simplement la modification du pH, de l'acidité. Une manip qui est facile à faire chez vous, vous achetez des choux rouges. Vous achetez des choux rouges, vous les mettez en coupés et vous les faites bouillir dans l'eau.
vous les faites bouillir dans l'eau et vous allez avoir quelque chose qui est violet. Vous les servez à table, vous allez mettre une petite vinaigrette dessus, et bien le vinaigre va le faire que ça va devenir rose. Exactement la manip que je viens de montrer entre le bleuet et le coquelicot. Simplement, vous pouvez la faire chez vous. Donc vous voyez qu'avec une même molécule, on peut faire des couleurs très différentes. Deuxième famille, maintenant, l'électron, il ne va pas tourner comme sur un manège, il va se promener le long de la chaîne. Donc on a maintenant des objets en chaîne, et l'électron va se promener tout le long ici. Alors pour ceux qui connaissent un peu la chimie, ça implique ce qu'on appelle des doubles liaisons conjuguées, c'est-à-dire une liaison double, simple, double, simple, double, simple. Et à ce moment-là, l'électron peut se promener tout le long de la chaîne. D'accord ? Et bien, ce que je vais vous montrer, c'est que la couleur maintenant dépend de la longueur de la chaîne. Et c'est ça l'argument important. Ben pourquoi ? Eh bien, pourquoi ? Parce que simplement l'électron qui se promène de gauche à droite, on a vu la couleur, c'est une onde. L'électron qui se promène d'un bout à l'autre, on peut l'assimiler à une onde. C'est ce qu'on appelle la mécanique ondulatoire début du XXe siècle. On peut l'assimiler à une onde, c'est-à-dire une corde qui vibre. On va avoir tout à l'heure de la guitare. Eh bien, vous savez bien que si vous avez une guitare qui est comme ceci, si vous mettez, selon l'endroit où vous allez mettre le doigt, donc selon la longueur de la corde que vous allez faire vibrer, ben vous allez avoir des notes différentes. Et bien là, selon la longueur de la chaîne, je vais avoir non pas des notes, mais des couleurs différentes. Donc vous allez pouvoir changer la couleur simplement en changeant la longueur de la chaîne. Si la chaîne est longue, vous avez des notes qui sont des notes graves. Si la chaîne est courte, vous avez des notes qui sont des notes aiguës. Et vous pouvez faire toute la gamme. Mais on peut faire pareil avec ceci. L'exemple, par exemple, le safran là, qui donne la couleur jaune des robes des bons ici, bon, c'est cette molécule-là, mais enfin peu importe. Cette molécule-là, il y a 7 doubles liaisons, c'est-à-dire que ça va absorber dans le bleu et ça va laisser passer du jaune, quelque chose, vous allez le voir jaune. Ben, si vous prenez un autre colorant qui est à peu près pareil, qui s'appelle le carotène, c'est à peu près la même molécule, mais elle est plus longue. Plus longue, donc la longueur d'onde que je vais absorber est plus grande et par conséquent, maintenant, je vais avoir absorbé dans le vert et de ce fait, ça va apparaître orange-rouge. Donc simplement en modifiant la longueur de la chaîne, je vais pouvoir modifier la couleur. Alors, ce n'est pas simplement ça. Si les guitares de nos amis artistes qui vont jouer tout à l'heure sont bonnes, et je pense qu'elles sont bonnes, vous avez non seulement ce qu'on appelle le son fondamental. Le son fondamental, c'est-à-dire quand vous faites une note, vous mettez votre doigt à un endroit sur le manche et puis la corde peut vibrer entre le haut du manche et puis l'endroit où vous mettez le doigt. Et entre les deux, elle fait ce qu'elle veut. Bien, si la guitare est de bonne qualité, non seulement vous avez le son fondamental, c'est-à-dire une vibration, mais vous avez tout ce qu'on appelle les harmoniques en musique, c'est-à-dire que je garde les doigts, mais vous voyez qu'au lieu d'avoir une vibration, je peux en avoir tout un tas. C'est-à-dire que je peux changer la couleur. Et donc ça, c'est une caractéristique de ce genre de couleur, c'est que vous avez non seulement la couleur fondamentale, le son fondamental, mais tous les harmoniques. Donc ce n'est pas le même phénomène que vous allez observer. Alors par exemple, si je reprends ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire quand l'électron tourne autour de son noyau, eh bien ce que j'ai, c'est que j'absorbe l'énergie qui est juste nécessaire pour modifier le mouvement de l'électron. Par exemple, j'absorbe par exemple dans le vert, je laisse passer le bleu et le rouge, c'est le cas du titane de tout à l'heure, qui apparaît comme étant violet. Mais maintenant, si j'ai le système dont je viens de parler, où l'électron se promène le long de la chaîne, et bien, si le long de la chaîne, ça correspond au vert, la longueur d'onde verte, je vais absorber le vert, mais aussi tous les harmoniques, c'est-à-dire tout ce qui est sur lambda sur 2, lambda sur 3, lambda sur 4, c'est-à-dire tout ce qui est de longueur d'onde plus courte. Et même si mon œil voit la même chose, il ne reçoit pas la même chose. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire par exemple, vous avez ici des bouteilles. On va les colorer en mettant du soufre dans la silice fondue, le bain de silice fondue, et puis du coke, du charbon, pour réduire les sulfates en soufre. Et ça va donner du soufre, et le soufre, vous connaissez, quand on le chauffe, ça fait une espèce de caramel, c'est-à-dire ça fait des chaînes. Et donc vous allez avoir des chaînes de soufre dont vous allez pouvoir régler la longueur. C'est cela qui va donner cette couleur. Mais ce qui est intéressant, c'est la chose suivante, c'est que l'œil va recevoir
tout ce qui passe ici à droite, donc vous allez le voir par exemple ce qu'on appelle cette teinte ambre, mais tout ce qui est ici à gauche ne passe pas. Or, ce qui est ici à gauche, c'est l'ultraviolet. C'est ce qui est capable d'abîmer votre œil. Et par conséquent, ça va vous protéger. C'était les phares jaunes des automobiles, qui n'existent plus, mais qui étaient faits de cette façon-là. Donc ça a évité d'être aveuglé par les phares d'automobile. Et ici, c'est dans le cas des bouteilles. Ben pourquoi? Parce que c'est des bouteilles qui vont avoir des boissons gazeuses, du champagne, enfin, ou des boissons alcooliques, peu importe. Mais si l'ultraviolet passe à travers le verre, il va dégrader la boisson qui est dedans, et au bout de quelques temps, elle ne sera plus bonne. Par contre, si vous mettez des colorants comme ceci, tout ce qui est ultraviolet va être absorbé. Si vous mettez la même couleur avec du chrome, par exemple, eh bien, pas ce qui est à gauche, ce qui est à droite, c'est-à-dire l'ultraviolet passera aussi. Bien que vous voyez la même couleur, votre cerveau l'analyse de la façon, vous ne recevez pas les mêmes ondes. Alors maintenant, on va jouer avec des nanoparticules, on appelle les quantum dots. Donc c'est des particules toutes petites dont les dimensions vont être de l'ordre de grandeur ou même plus petites que la longueur d'onde de la lumière. C'est-à-dire que l'électron va se promener, mais se promener à l'intérieur d'une petite particule. Alors voilà la particule qui est ici. Supposez que la particule grossisse, c'est exactement comme tout à l'heure quand je disais que j'allongeais la corde de ma guitare, c'est-à-dire que quand elle est petite, c'est des longueurs d'onde petites, et au fur et à mesure qu'elle grandit, ce sont des longueurs d'onde plus grandes. Je passe du bleu au rouge. Et la couleur ne va dépendre que de la taille de ces nanoparticules. Ce sont des nanoparticules en général de matériaux semi-conducteurs, c'est-à-dire dans lesquels, c'est des matériaux minéraux maintenant, dans lesquels l'électron peut se promener dans toute la particule. Eh bien, si vous faites des suspensions comme ceci, avec des particules toutes de même nature chimique, exactement la même, mais vous changez la taille, vous voyez que vous pouvez refaire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors ça, c'est intéressant dans le domaine médical. Alors pourquoi c'est intéressant dans le domaine médical? Parce que ce sont des toutes petites particules, suffisamment petites pour traverser les membranes et aller, par exemple, si vous avez une tumeur cancéreuse, aller à l'intérieur de la tumeur cancéreuse. Donc ça va permettre de déceler cette tumeur-là. Par conséquent, c'est quelque chose qui va être un peu comme un code-barre. C'est-à-dire vous l'injectez, vous arrangez pour qu'elle aille où vous voulez qu'elle aille en greffant ici des molécules biologiques, et elle va y aller et ça va vous donner des colorants qui vont vous permettre de faire un diagnostic. Donc vous voyez qu'ici, dans ces cellules-là, vous avez le bleu qui correspond à ceci et le vert qui correspond à cela. Vous voyez par exemple, c'est ce qu'on appelle l'imagerie du petit animal. On lui a injecté différentes nanoparticules de différentes couleurs, vous voyez ici. Là, on a injecté en mettant un marqueur qui va faire qu'elle va aller spécifiquement là où il y a des tumeurs cancéreuses. Et vous voyez que cette pauvre souris a un cancer de la prostate. Cancer de la prostate, puisque vous voyez la luminescence, la couleur qui est ici. Alors en fait, j'ai glissé, sans vous le dire, de la couleur d'un objet à la couleur émise par un objet, parce que là, c'est de la lumière qu'on reçoit. C'est-à-dire, je suis en train d'aborder un nouveau phénomène qui est la luminescence. Alors, j'ai représenté un feu d'artifice ici, c'est-à-dire la possibilité avec de la matière, pas avec du feu, avec de la matière, de fabriquer de la lumière. C'est simplement le phénomène inverse du précédent. Dans le phénomène précédent, tout ce que j'ai raconté jusqu'à présent, vous avez absorbé, c'est-à-dire vous absorbez une couleur et en fournissant l'énergie au matériau, et donc vous avez ce qu'on vient de raconter. Maintenant, vous avez un matériau qui est déjà dans un état d'énergie élevé qu'on appelle excité. Et il va redescendre en relâchant de la lumière. C'est exactement le phénomène inverse du précédent. Au lieu de recevoir de la lumière et de monter, il descend et il en donne de la lumière. Alors ça, c'est les phénomènes de luminescence. Électroluminescence, si ce sont des tubes cathodiques, la télévision telle que vous la connaissez. La photoluminescence, c'est les bananes que j'ai montrées tout à l'heure, c'était les rayonnements UV qui excitaient les bananes. La triboluminescence, vous prenez deux pierres, vous les frottez l'une contre l'autre, ça va vous mettre de la lumière. Thermoluminescence, vous chauffez, ça va émettre de la lumière. Bioluminescence, c'est des réactions biologiques qui vont vous fabriquer de la lumière. Donc vous voyez qu'il y a tout un tas de phénomènes possibles qui vont permettre de fabriquer de la lumière, d'émettre de la lumière. Alors par exemple ici, ça c'est une réaction chimique, puisque je suis chimiste,
qui consiste à oxyder cette molécule, le luminol, par de l'eau oxygénée. Alors, je vais vous montrer comment ça va marcher. Voilà. Alors, ce que je vais verser ici, c'est le contenu de ces 2 bouteilles. Là, c'est le luminol avec un peu de sulfate de cuivre pour ça que c'est bleu. Voilà, vous mélangez et vous voyez immédiatement une luminescence qui apparaît. Simplement la réaction chimique qui va vous donner des produits dans un état excité et ils vont relâcher leur énergie en émettant de la lumière bleue. Alors ça, c'est utilisé en criminologie, parce que ça émet de la lumière, ça se voit très bien, en particulier pour voir les traces de sang. L'hémoglobine du sang, le fer qui est dans l'hémoglobine, catalyse cette réaction. Tout à l'heure, vous avez vu, c'était bleu, c'était du cuivre. Hein? Par conséquent, vous pulvérisez le luminol et l'eau oxygénée, et à l'endroit où il y a du sang, vous voyez que dans le jour, vous ne voyez rien, hein, mais dans la nuit, vous voyez cette lumière bleue, et ça vous permet de détecter des traces de sang là où, à l'œil nu, on ne les verrait pas. Très sensible, hein, 1 ppm de sang suffit pour que ça marche. Et puis, c'est aussi l'expérience du bâton lumineux. Alors là, je vais aller là où il fait un peu sombre. Cette fois-ci, c'est une réaction chimique. Donc, j'ai dans ce bâton-là 2 réactifs, c'est ce qui vous les voyez ici, et je vais simplement les mélanger. Alors, je vais mélanger. Voilà. Vous mélangez. Et vous allez avoir de la lumière comme ça pendant plusieurs heures. Donc, par exemple, si vous tombez en panne la nuit en automobile, vous avez ces petites... Je l'ai acheté d'ailleurs dans un magasin d'accessoires automobiles. Vous avez ceci qui va vous permettre de vous éclairer pendant plusieurs heures. Alors, c'est de la luminescence. Vous voyez que ça émet bien de la lumière. Vous pouvez même vous éclairer. Et c'est simplement une réaction chimique, toute bête. Alors ça, c'est... L'accessoire automobile, c'est aussi pour les gamins. Je pense que vous avez vu ça le 14 juillet, n'importe quoi, on achète des petits colliers et tout ça, et puis ça luminesce dans toutes les directions. Eh bien, c'est simplement ce genre de réaction chimique qui va vous produire de la lumière. Voilà. Ce que les chimistes savent faire, bien évidemment, le vivant, les animaux savaient le faire bien avant nous, c'est l'histoire du ver luisant qui émet de la lumière. C'est, je crois, le mâle pour attirer la femelle ou l'inverse, je ne sais plus très bien dans quel sens. Mais là, c'est une réaction biologique qui va vous faire cette lumière-là, exactement de la même façon que mon bâton ici vous faisait de la lumière. Alors, ce qui est très joli, c'est ce que j'appelle le langage des ténèbres, c'est-à-dire quand vous allez dans les grands fonds marins, quelques kilomètres au fond, quelques milliers de mètres, bien sûr, il n'y a plus de lumière. Donc, les organismes, ils ne se voient plus. Et pour se voir, il faut qu'ils émettent de la lumière. Et par conséquent, vous avez des organismes luminescents. Toujours la même chose, hein, c'est une réaction biologique qui va vous donner des lumières, vous fabriquez des lumières. Donc il y a différents. Ne me demandez pas le nom de ces bestioles-là, mais c'est celui-là que j'aime bien. Ah, celui-là, il a un petit lampion lumineux devant la gueule. Il l'allume, donc les poissons qui sont curieux arrivent. Qu'est-ce qui se passe? Ils se cassent derrière, hop, ils ferment. Et voilà. À titre anecdotique, le prix Nobel de chimie de cette année, là, de 2008, c'est le prix Nobel de chimie qui est lié à la découverte et à l'utilisation de la protéine fluorescente verte, hein, qui est tirée des méduses. Là, c'est un Japonais qui avait fait ça. En écrasant, je crois, quelques milliers de méduses, il a réussi à extraire cette protéine. Et puis les 2 acolytes l'ont utilisée. Et puis ça sert maintenant pour le diagnostic médical. C'est-à-dire ça sert de sonde. Elle va aller à tel ou tel endroit et vous allez pouvoir suivre ce qui se passe à l'intérieur des cellules. C'est le prix Nobel de chimie de cette année. Alors j'arrive maintenant au XXIe siècle, le siècle de l'image, et puis vous savez très bien que maintenant, si vous allez dans n'importe quel magasin d'audiovisuel, vous allez avoir des écrans plats partout. Ce que je voudrais vous montrer, c'est que là aussi, c'est encore la couleur, maîtrise de la couleur qui est importante. C'est quelque chose qui est en pleine, plus qu'évolution, révolution. Quand j'étais jeune, il n'y avait pas ça, hein. Je me souviens, quand j'étais journaliste, Jacques en a parlé, j'avais fait un article en disant qu'un jour, peut-être, il y aurait des écrans plats qu'on pourrait afficher au mur. À l'époque, c'était les écrans cathodiques que vous connaissez aussi, je pense. Alors voilà, ces écrans plats, c'est quoi? C'est simplement des pigments minéraux luminophores, c'est-à-dire des pigments dont la couleur va changer
selon la façon dont vous l'allez exciter. Alors par exemple ici, c'est des composés, peu importe, des phosphates, etc., qui ne sont pas colorés. Lumière blanche, lumière du jour. Je mets en ultraviolet, vous voyez apparaître la luminescence. Ils sont colorés. L'écran de télévision, c'est pareil, simplement, ce n'est pas des ultraviolets, c'est un bombardement d'électrons, enfin les anciens tubes cathodiques. Et maintenant, bien évidemment, ce que j'appelle la course aux écrans plats, c'est-à-dire obtenir ce phénomène de luminescence. Alors, selon la façon dont ça a été excité, par des décharges électriques, par des cristaux liquides, des diodes, etc., vous avez toute une famille d'écrans plats. Bon, vous n'allez qu'à aller dans n'importe quel magasin pour les voir. Je voudrais juste dire un mot de diodes organiques, qui sont, à mon avis, ce qui est en train d'émerger actuellement. Une façon de faire la lumière, c'est ce qu'on appelle des diodes, donc c'est de l'électronique. C'est deux cristaux de silicium, l'un qu'on appelle N, l'autre qu'on appelle P, peu importe, enfin, qui sont de nature différente. Et à la jonction des deux, si on met un petit potentiel, une petite différence de potentiel, avec une batterie, une pile, eh bien vous allez faire apparaître de la lumière. C'est ceci. Ceci, c'est pas exactement cette affaire-là, hein. C'est-à-dire, vous voyez, c'est ce petit bâton lumineux, j'appuie sur un bouton, ça met une différence de potentiel électrique et ça émet de la lumière. Alors ça, c'est bien, mais c'est de l'électronique silicium, c'est-à-dire des matériaux, des cristaux, des matériaux durs. Eh bien, il y a une vingtaine d'années, Kodak a montré, voilà les appareils en question, que l'on pouvait faire la même chose avec des molécules organiques. Et c'est ce que vous utilisez tous dans vos appareils photo, dans vos portables, parfois sur le rasoir, il y a même des cravates et des choses comme ça, qui vous donnent donc de la lumière, qui vous donnent une image colorée avec des matériaux organiques. Alors l'intérêt, c'est quoi? Le matériau organique, c'est comme de la peinture, des polymères, du plastique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir les mettre en film mince, c'est-à-dire de l'ordre du micron, de quelques microns, et vous allez même pouvoir les mettre sur un support plastique, sur un support souple. Et par conséquent, vous voyez, vous avez des dispositifs de visualisation que vous pouvez mettre comme ça sur un support souple. Même du papier. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre sur votre mur du papier, j'allais dire peint, non, il n'est pas peint, qui a ses couches organiques, les 3 couches nécessaires pour que vert, bleu, rouge vous donne du blanc, et qui va vous éclairer la pièce. Donc c'est une pièce qui va être éclairée non pas avec des lampes, mais avec le papier mural. Vous pouvez faire, on en parle déjà maintenant, les journaux électroniques, les choses comme ça. C'est-à-dire, comme c'est sur un support souple, vous pouvez le mettre sur du papier ou sur un rouleau et vous pouvez lire votre truc, vous le tirez simplement et vous lisez vos informations. Et puis là, voilà ce que l'on peut réaliser. Une télévision, non seulement écran plat, mais écran souple, que vous allez pouvoir tordre, que vous allez pouvoir mettre dans votre poche, que vous allez pouvoir... Je ne vais pas les vendre, hein. Mais je trouve ça assez joli. Donc, et l'image tourne, hein, c'est-à-dire que ça continue à recevoir l'émission de télévision. Hein. Ça, c'est mon marqueur ici. Voilà où on en est. Et voilà, ça c'est la dernière diapositive. La couleur, finalement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un art, une science, une technologie? C'est un petit peu un mélange de tout ça. Et pour finir, j'ai mis le tableau que je préférais. La jeune fille au turban. C'est mon tableau préféré. Donc c'est quand même un art et c'est ça qui est important. Merci.